nous mettons dans notre tête que nous ne pouvons rien faire qu'à demander de l'aide aux gens, votre propre avenir, nous en faisons quoi? Votre avenir, il n'y en a pas. C'est ça le fond du problème, c'est nos responsabilités qui sont en cause. Le nombre de conduite est une invention des lycées pour empêcher les élèves d'agir librement. Donc, voilà. Donc, quelle place, n'est-ce pas, le système vient faire à la note de conduite, note de participation des élèves au cours? J'aimerais que vous parliez un peu de cette note, la participation des élèves au cours. L'enfant est dans la tête des enseignants avant même que l'enfant ne vienne à l'école. Il sait pourquoi il vient à l'école. Il sait quoi ça sert l'école. Toute la société, tous les jours lui explique ça. Et malgré tout ça, le premier jour où il vient à l'école, on lui donne un contrat, comme je vous l'ai dit. Tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ça. Ce qu'on attend de toi, ce qu'on n'attend pas de toi. Et si tu fais ce qui est attendu de toi, voilà le mérite que tu obtiens. Mais si tu ne fais pas ça, voilà les sanctions que tu obtiens. Alors, maintenant dans les notes, donc s'il le suit correctement, il est normal, ça fait partie de ses activités étudiantines. C'est donc normal qu'il reçoive une rémunération. La rémunération d'un élève, c'est quoi? C'est des notes. Moi, personnellement, ce n'est pas la participation à la classe en tant que telle. Je vois deux. Je vois par exemple la motivation et la régularité. Quand on donne un devoir, par exemple, de littérature, ou d'anglais, ou de chimie, il y a deux choses. Il y a des étudiants qui sont brillants tout de suite, qui trouvent la réponse, qui rendent la copie, qui sortent. Ils ont 18. Et puis il y a des étudiants qui sont très courageux, qui sont persévérants. Si vous leur donnez un travail, ils font tout pour faire le travail correctement. Mais ils n'ont pas cette capacité intellectuelle d'être étincelants comme certains peuvent l'être. Mais ils sont réguliers. Même vous verrez qu'ils n'ont pas 18, ils ont entre 8, 10, 12. Alors moi, ce que je fais, et ce que je fais dans ma classe, parce que chaque enseignant aux États-Unis est complètement libre. Ce qu'il faut, en plus du contrat que l'université donne, tu dois aussi donner ton propre contrat à l'étudiant en disant voilà comment moi je fais mon cours, voilà les références, voilà comment je donne mes notes, voilà comment je calcule mes notes. L'étudiant n'a rien à dire. Ce sont des règles. Si tu n'es pas d'accord, tu ne viens pas dans ma classe. Avant le premier cours, chaque étudiant, par exemple, si on avait Internet, je serais allé sur mon site professionnel, parce que chaque professeur d'université aux États-Unis, tu as un site. Tes étudiants avaient dans la classe, pour s'inscrire aux États-Unis, il y a un système, donc tu sais quel étudiant veut venir dans ta classe. Il y a une liste certes qui est donnée. Si le cours commence lundi, ce lundi, tu as déjà la liste des élèves qui doivent venir dans ta classe. Je leur envoie un message, allez sur mon website professionnel, vous verrez ce qu'on appelle un course contract, le contrat de mon cours. Je donne les règles, en plus, indépendamment du contrat de l'école, je donne les règles moi-même, ce qui s'applique dans ma classe. Si l'enfant vient, ça veut dire qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il ne vient pas. Alors moi je dis là-dedans que quand je donne un devoir, aux États-Unis, on note sur 100 au départ. Après, ces notes sont converties entre 0 et 4 ou 0,16 dépendant de l'établissement. Et après, c'est transformé en chiffres A, B, C, D, E. F, c'est très rare. A, B, C, D, E. Donc, mais en général, on note sur 100. C'est 100 qui permet de ventiler. Je dis, sur les notes, quand je donne un devoir, la note finale sera composée à 50% de la note que vous obtenez dans le devoir. 30%, c'est la motivation. L'étudiant qui fait un vrai montage, je le vois, il est courageux, il fait le travail constamment. 30% de sa note vient de ça. Et les 20% qui restent viennent de sa régularité. Vous savez, quand vous donnez un devoir, il y a des élèves, même si vous donnez 6 mois pour faire un devoir, à 6 mois et 1 jour, il y en a un qui viendra dire oh, mon petit frère a déchiré mon papier, oh, ma mère était malade hier, ah, j'ai pas dormi, j'ai perdu mon cahier. Il y en a qui ont toujours de bonnes raisons. Et ça, c'est très grave en Afrique.
chacun a de bonnes raisons. Alors, donc, mais il y a des gens sérieux qui ne sont pas très nombreux. Si vous donnez un devoir même à faire à 24 heures, en 24 heures, vous apporterez. Même si c'est mal, même s'ils n'ont pas réussi à le faire, ils apporteront leur travail. Il faut tenir compte de ça. Et ça fait partie des qualités que nous devons saluer dans l'élève. En plus de la note, de l'intelligence brute, il faut être capable d'identifier la motivation et la régularité. Moi, je donne 50% au minimum à la note, et je donne 30% au minimum à la motivation et 20% à la régularité. Donc, quelqu'un que moi je note, qui est régulier, qui fait sérieusement son travail, mais qui va avoir 8 ou 10, il peut se retrouver avec 15 ou 16 de moyenne. Mais cet enfant-là, vous le retrouverez, il traversera toutes les difficultés de la vie. Parce que c'est la motivation qui permet à un homme d'avancer. Mais celui qui est surbrillant, mais qui n'est pas motivé, qui, quand vous lui donnez 10 exercices à faire, il fera juste le premier, moi le reste je sais faire, je parle pas. Il est brillant. Celui-là, il abandonnera les études, à toi il n'ira pas loin. Donc il vaut bien encourager ceux qui ont dans leur nature la capacité de changer le monde. Parce que vous savez, les inventions, les créativités, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ceux qui créent, c'est ceux qui sont capables de faire la même chose pendant 30 ans, de chercher de la solution, de chercher, jusqu'à ce qu'ils trouvent. Mais si vous voyez le gars surbrillant qui dit je vais faire, il ne trouve pas le même niveau, je laisse tomber. Lui n'inventera jamais rien. Donc nous avons besoin des gens qui sont capables d'inventer les solutions à nos problèmes. Ici, actuellement, nous sommes en train de respirer proprement. Il y a des ventilos qui sont en train de nous. Quel est l'Africain qui a fait des ventilos? Personne. Il y a ce truc-là qui nous donne. Mais c'est des problèmes qui sont posés. Ça n'existait pas dans la nature. C'est des gens qui l'ont résolu parce qu'il y avait des problèmes. C'est pas évident de faire ça. Le téléphone, nous avons vu le téléphone filaire. Mais ce n'est pas un Africain qui a fait le téléphone portable. C'est des Blancs qui ont dit, mais ça a pris de longues années pour en arriver là. Le téléphone filaire a été trouvé pendant combien d'années? Et ça maintenant, on a trouvé la bonne formule, ça change tous les 3 mois aux États-Unis. Tous les 6 mois, le téléphone qui coûtait 200 $, vous allez, on vous l'offre gratuitement, parce qu'il est totalement dépassé. On a fait de nouveau. Hier soir seulement, j'apprenais, il y a le iPad 4 qui est sorti, mais vous allez voir, l'iPad 5 va sortir tout de suite après. Avec des fonctionnalités extraordinaires. Combien d'Africains ont fait? Vous utilisez vos téléphones. Mais ce que j'ai vu, au lieu d'inventer quelque chose, un Africain va te voler ton téléphone, il va le bricoler pour être capable de l'utiliser lui-même. Nous sommes devenus frauduleux même dans la nature même de ce qu'on fait. Notre intelligence, on le conduit dans le mal. Je vous jure, vous donnez cet ordinateur à quelqu'un tout à l'heure. Si même je mets tous les codes là-dedans pour que quelqu'un ne l'occupe pas, il va utiliser son ordinateur. Dans 3 jours, vous allez voir qu'il va enlever les codes, il va l'utiliser. Mais si vous le laissez, vous dites, toi avec tout ce savoir, avec ce savoir-là, il doit être capable de faire quelque chose. Mais il ne le fera pas. Son intelligence, ça va vers le mal et pas vers le bien. Et cela ne vient que par la régularité et la motivation. Je suis motivé pour faire du bien. Les gens intelligents, voyez, mais nous avons des problèmes, je vous disais, le vent de sable arrive, nous avons besoin d'énergie solaire. Et pourtant, le Mali est l'un des premiers pays africains à avoir commencé l'énergie solaire. C'était le professeur Moumouni, dans les années 60, c'était un Nigérien, il a fait sa formation en Europe, il a préféré venir ici au Mali. Le Mali est l'un des tout premiers pays au monde à avoir un laboratoire d'énergie solaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas faire un petit panneau par nous-mêmes. Parce que les gens n'ont pas été. Quelqu'un qui vient, il fait semblant de travailler dessus, se faire remarquer pour se faire nommer ministre ou dans une administration. C'est ça son objectif. Il est content. Mais un blanc, vous le mettez dedans, vous lui proposez de poste de ministre, il dit non. Moi j'ai un objectif là. Il faut que je fasse ça. Il va être motivé, il va être là, c'est ce dont nous avons besoin. Mais ça se fabrique depuis maintenant. Nos élèves les plus motivés. S'il n'a que 8-10, nous donnez-lui une note pour sa motivation. Ça fait partie des qualités dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin seulement de l'intelligence brute. Quelqu'un qui est très motivé et régulier, il mérite d'avoir 16 de moyenne.
même si la note qu'il peut avoir en devoir, c'est 8 ou 10. Il mérite d'avoir 16 de moyenne. Quelqu'un qui est surprenant, qui n'est pas motivé, il va se retrouver avec 12 de moyenne. C'est ce qui est normal. Parce que lui, ce n'est pas lui qui va enrichir la société. Ce n'est pas lui qui va nous rendre service. Celui qui est motivé et régulier, c'est lui qui va être utile à la société dans 20 ans, 30 ans. Grâce à ça. Et ça, j'insiste beaucoup pour mes collègues, ne donnez jamais seulement les notes obtenues à un devoir. Si quelqu'un fait un devoir, si vous donnez une note, vous pouvez même faire le tiers. Supposons que ce soit une note sur 20. Vous lui donnez, parce qu'au Mali, c'est souvent les notes sont sur 20. S'il a une note de 14 au devoir, si c'est quelqu'un de très sérieux, de très travailleur, n'hésitez pas à lui donner 18 à note de motivation. S'il a rendu son devoir à jour et à l'heure, n'hésitez pas à lui donner 18 à note de régularité. Et faites la moyenne. Parce que les notes, c'est quoi? L'évaluation, c'est quoi? Ce seront des critères. Et tous les critères au monde sont subjectifs. Vous avez décidé de favoriser un groupe d'élèves. Mais c'est ceux qui n'iront jamais loin. Mais si vous décidez, par votre système de notation, de mettre en place un système de critères qui vont valoriser les étudiants courageux, motivés, réguliers, respectueux des principes et de la vision et de la mission, alors là, vous rendrez un service à ces élèves, à tout le monde et au pays et à vous-même. Donc c'est ce que comptez souvent les élèves, de leur parler de ce qu'ils peuvent faire, des métiers. Et des fois, en venant des États-Unis, je suis prêt à apporter des illustrations, amener des films, des petits machins, pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Et là, déjà une vision de métier. Pour répondre à ça, je vais vous prendre un exemple. J'ai 3 filles et un fils. Les filles ont déjà fait leur parcours. Ma fille aînée enseigne à l'université de Georgetown à Washington. Ma deuxième fille, ils sont assez éloignés l'une de l'autre. Ma deuxième fille est assistante en médecine, les nouvelles variétés de médecine qu'on ne fait pas encore au Mali ici. Elle est à Columbia, à New York. Elle enseigne, elle est assistante à l'université. Et ma troisième fille est aussi à Columbia. Et elle termine là en mai, parce que les États-Unis, vous savez, l'année scolaire finit en avril. Mais quoique là-bas, l'université n'est jamais fermée. C'est 12 mois sur 12. On ne ferme jamais. On fonctionne par semestre. Donc, le cycle qu'elle a fait, les cycles des 2 non-semestres s'arrêtent en avril-mai. En début avril, les cours s'arrêtent, les examens sont finis. On fait les graduations comme on fait. La remise des diplômes, même là c'est solennel. Il faudrait que je vous amène une fois un film sur la remise des diplômes aux États-Unis. Même si le dernier de la classe voit ça, mais son sang se met à bouillonner dans lui-même, il dit mais moi maintenant il faut que je sois quelqu'un. Demandez à toutes les personnes qui ont assisté à une remise de diplôme aux États-Unis, mais c'est la chose la plus extraordinaire. On ne peut pas trouver quelque chose de plus motivant qu'une remise de diplôme aux États-Unis. Demandez à quiconque qui a déjà vu ça. Moi qui suis enseignant, qui vis ça chaque année, mais je ne suis jamais lassé et je n'ai jamais dit j'ai déjà tout vu. Ce n'est pas possible. Alors, ceci est extrêmement important d'avoir une vue de ce qu'on veut faire. Mais ce qu'on veut faire se consolide et se fortifie au contact des enseignants qui vous expliquent les métiers. Aux États-Unis, depuis la classe de maternelle, on appelle des professionnels qui viennent voir les enfants pour leur expliquer leur métier. Moi, chaque année, je vais dans les établissements pour expliquer, surtout quand mes enfants étaient à l'école, pour expliquer c'est quoi le métier d'enseignant, c'est quoi les mathématiques. Et ça crée des projets dans la tête des enfants. Il y en a qui ont dit je vais être mathématicien et il y en a qui le sont devenus. Il y a un jeune qui, il y a quelques années, a passé sa thèse de mathématiques en géométrie. Mais c'est parce que moi je suis venu quand il était tout petit, je suis venu faire une conférence et il m'a demandé, il dit mais moi c'est ça que je vais être. Et il est venu. Mes enfants ont tous pris le schéma comme ça. Mon garçon,
Bon, c'est vrai que sa mère est médecin, mais le tout n'est pas ça. C'est depuis l'école, ma femme aussi va dans les établissements avec sa blouse blanche, son stéthoscope pour dire c'est voilà, médecin, on tape le cœur et tout ça. Mais mon fils veut devenir, il a décidé très tôt depuis la maternelle qu'il veut devenir chirurgien, il veut être neurochirurgien. Parce qu'il y a un neurochirurgien il a fait les plans. Il dit c'est ça que je veux faire depuis la maternelle. Il n'a pas changé. Et quand ces enfants choisissent, il y en a qui veulent être architectes, il y en a qui veulent être électriciens, parce que les gens disent, ils ne changent pas en général. Alors, on vient chaque année, on représente, et ceux qui choisissent mon fils, depuis la maternelle, on les a amenés, parce qu'ils faisaient partie des gens qui voulaient faire médecine. On les amène à l'hôpital, ils rencontrent des médecins dans le milieu hospitalier, on leur fait visiter les salles d'opération, on leur fait rencontrer des gens progressivement pour les mettre dans l'ambiance. On leur donne des films sur la vie des médecins, on leur donne des films sur la médecine, quand on soigne quelqu'un, la joie qu'on peut avoir, ainsi de suite. Mon fils, il est habitué au sang depuis longtemps parce qu'il est chirurgien de sang. Moi, je suis incapable de voir le sang. Mais il a appris. Aujourd'hui, il n'est pas loin, mais il s'est opéré quelqu'un tellement il a fréquenté les médecins depuis. Maintenant, je peux lui raconter tout ce que je veux, il sera micro-chirurgien. Parce qu'il a aidé, il a rencontré des gens. Alors, et c'est ça. Donc, le fond du problème, beaucoup vont en littérature parce que nous, quand on était jeunes, beaucoup allaient en littérature parce que nous, on aimait Victor Hugo et La Fontaine. On voulait tous être Victor Hugo. Mais c'est après, au lycée, on a entendu parler de Einstein, de Max Planck, et à l'époque également, dans les années 60, il y avait de grandes choses dans le monde. Kennedy a dit en 60, avant la fin de la décennie, un Américain irait sur la Lune. Mais le monde entier était bouillonnant de ça. Notre rêve aussi, c'était de faire de la science. C'est comme ça que nous sommes. Donc, beaucoup nous rêvions tous d'être comme Victor Hugo et La Fontaine, parce que c'est ce qu'on apprenait en classe. On a découvert à travers la radio, et on allait à l'époque également, l'ambassade américaine nous avait ouvert le centre d'information, on allait là-bas. Nous avons vu qu'il y avait la science, la découverte, faire des choses. Et c'est ça qui, personnellement, et moi et d'autres, nous ont donné envie d'être des scientifiques. Alors, maintenant, la science est née, je vais vous surprendre, la science est née en Afrique. La science est née en Égypte. Précisément, ce sont les frères Ptolémée, autour de l'an 86, qui ont inventé la science. Comment? La science, c'était comme au Mali, un ensemble de croyances. Vous savez, il y a des vieilles dames qui, quand un enfant est malade, ils font des incantations, ils mettent des trucs de loi de qualité et tout ça. Bon, ça soigne ou ça ne soigne pas. Mais les frères Ptolémée ont dit, mais c'est quoi ces trucs-là? On va écrire ça sur une feuille. Ils ont rassemblé les recettes par écrit et ils ont commencé à tester selon les gens. C'était d'abord la médecine. Ça a commencé par la médecine, ça a continué par la géométrie, parce que les gens étaient impressionnés par... parce que les gens croyaient que le soleil c'était Dieu, parce que la vie sur terre vient du soleil. Donc pour eux c'était Dieu. Et comme Dieu pour eux leur faisait du bien, Dieu se levait chaque matin, il venait leur rendre service, il se couchait, mais il se disait que s'il faisait du mal, Dieu allait refuser de revenir le lendemain. Donc tout ce que les Égyptiens faisaient, c'était pour adorer Amon-Ra, c'était le nom du soleil, pour que le soleil revienne. Mais le drame pour eux, c'était les jours où il n'y avait pas de soleil. Par exemple, quand il y avait éclipse, c'est pour ça, c'est même chez nous, parce que nous avons une grande partie de notre civilisation vient beaucoup de l'Égypte ancienne, c'était parce qu'ils pensaient que c'était le Dieu qui s'était fâché. Et quand il y avait du sable également, comme maintenant, qui couvrait le ciel, on ne voyait pas le soleil, pour eux c'était dramatique, Dieu s'était fâché. Donc, alors, on a commencé à faire des calculs pour savoir la distance du soleil et toutes ces choses-là, et c'est ce qui a amené par la suite beaucoup de gens à travailler en géométrie. Donc les frères Ptolémée ont consigné tout ça par écrit, et c'est comme ça que la science a commencé. Et cette science est restée longtemps jusqu'à Newton, qui était surtout des recettes. Mais c'est Newton le premier qui a commencé à introduire ce qui est fondamental, qui a changé toute la science, c'est-à-dire la science n'est pas seulement de la spéculation, des mots qu'on aligne sur un papier, mais il doit y avoir un langage. Et ce langage, c'est les mathématiques.
Et c'est Newton le premier qui a dit si il y a des données qui correspondent à une vérité objective, je dois être capable de l'écrire dans un langage qui ne dépend d'aucune subjectivité, qui ne répond qu'à la logique. Et c'est pour cela que tout le principe de la mécanique se trouve dans une seule formule, F égale M gamma. Et c'est Newton qui l'a écrit. F égale M gamma. C'est ça qui permet de comprendre le mouvement de tout, y compris le mouvement des planètes, y compris qui permet de lancer des fusées. Tout est dans cette simple formule, F égale M gamma. F égale M gamma. La masse M gamma, c'est l'accélération, ou ça fait la pesanteur dans le cas de quoi? F égale à MA. Les vous dites ça ici? Ah, parce que les Américains, ça c'est américain, ça c'est curieux. M gamma, parce que comme je pensais dans un environnement français, les Français disent M égale M gamma. Nous avons appris ça comme ça, vous savez, mais c'est les Américains qui disent MA. Le A, c'est les Américains, accéléré. C'est les Américains. Ah bon, vous êtes américanisés. On ne sait pas pourquoi ni comment. Mais dès que vous en mettez une troisième, ça devient imprédictible. Elles jouent les unes sur les autres et les règles deviennent totalement irrégulières. Mais qu'est-ce qui fait ça? Nous ne savons pas. C'est-à-dire que c'est des phénomènes complexes. Quelle est la complexité? Maintenant, nous sommes en train d'essayer de comprendre le phénomène. La science nouvelle du XXe siècle, c'est la compréhension du complexe. Et ce n'est plus la physique qui domine ça, c'est la biologie et la chimie, surtout la biologie. Aujourd'hui, nous ne savons pas comprendre le mécanisme du cancer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une cellule qui était normale devient subitement cancéreuse, au lieu de donner la vie, va donner la mort? Qu'est-ce qui fait ça? Alors c'est la science depuis 10 ans, c'est cette science qui est en train de naître. Donc vous êtes à un moment extraordinairement palpitant de la vie. Vous avez une nouvelle science qui est en train de naître. Vous pouvez être des grands acteurs de cette science nouvelle. Si vous faites bien votre travail, vous serez des prix Nobel, des grands hommes respectés, des grandes femmes respectées de même. Parce que vous avez la grande chance d'être au départ d'une nouvelle science. Et tout est à faire. On est en train de travailler dessus. Et croyez-moi, nous ne savons pas faire beaucoup encore. Mais c'est palpitant. C'est les hommes, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est les gens persévérants. C'est la persévérance, le travail quotidien. Il y a des sujets sur lesquels moi j'ai travaillé pendant 20 ans avant de faire une seule publication sur le sujet. Il y a un problème que j'ai essayé de traiter pendant plus de 20 ans de ma vie. Il n'y a pas eu un seul jour sur lequel je n'ai pas travaillé dessus. Il m'a fallu plus de 20 ans pour parler. Il y a des problèmes de ferment, le professeur peut vous le dire. L'humanité entière, tous les matériaux du monde ont travaillé pendant 300 ans là-dessus. Il a fallu de la régularité. On l'a résolu en 1997. Wise, le Britannique qui l'a résolu. C'est ça. Si vous êtes persistant, vous êtes motivé, vous êtes régulier, vous pouvez réussir et la science est à vous. Et c'est la motivation, le travail de la science qui vous permettra de développer ce pays. Mais ne dites pas, j'adore la littérature, donc je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La science, c'est cette capacité de découvrir, de réfléchir et de vous appliquer les principes que je vous ai donnés. Si vous avez un esprit critique, si vous êtes persistant, si vous êtes capable de faire des choses et vous acceptez la critique pour vous améliorer, alors vous ferez de la science et vous réussirez. Peut-être que je la pose. Alors, la question est celle-ci. Comment concilier la science du XXIe siècle avec la religion, surtout l'islamisme? C'est ma question. Je vous remercie. Comme des êtres humains, l'être humain est multidimensionnel. Nous avons une dimension mystique, nous avons une dimension physique, et il faut concilier tout ça en même temps. Mais ce que moi je vous recommande, sur la base de ma propre expérience, on peut être grand scientifique et être religieux. Les deux ne sont pas sur le même plan et ne s'excluent pas. Mais par contre, la bonne interrogation que vous devez avoir, c'est quand est-ce que l'hypothèse de Dieu est nécessaire et quand est-ce que l'hypothèse de Dieu ne l'est pas.
En général, quand on vit dans la société, dans le travail scolaire, dans tout ce que vous faites, ce qui est important, c'est l'hypothèse de l'efficacité. Encore une fois, par exemple, ce téléphone, on n'a pas besoin de croire que Dieu existe ou n'existe pas pour faire le téléphone. On n'a pas besoin de cette hypothèse pour l'utiliser. On n'a pas besoin de cette hypothèse pour l'améliorer. Donc ce dont j'ai besoin, c'est l'hypothèse de l'efficacité. Je vais être efficace dans une communauté. Mais si chaque fois que l'hypothèse de Dieu est nécessaire, c'est souvent dans un statut privé personnel. Ma vie est meilleure que moi-même. À ce moment-là, je veux me perfectionner, devenir un être parfait, sauver mon âme et aller au paradis. Il faut y croire. Si vous y croyez, alors vous pouvez chercher à atteindre le parfait, la perfection. Mais l'homme n'est jamais parfait. Donc la recherche de la perfection, de mon point de vue, c'est une démarche individuelle. Et chaque fois que les hommes ont essayé d'imposer la religion comme un principe de fonctionnement de la société, ça a toujours été une catastrophe. Ce n'est pas la religion qui est en cause, ce sont les hommes. Parce que les hommes sont imparfaits, ils veulent utiliser un système parfait et l'appliquer à tout le monde. Nous l'avons eu dans notre pays ici. Les 4 grands empires théocratiques qui ont eu lieu sont tous dans notre région historique. Les grands empires théocratiques, ça a été au Fouta Togo, au Fouta Djallon, à Massina et à Kassina, au nord du Nigeria. Et ceux qui l'ont, Ousmane Danfodio, qui l'a fait là-bas, il est parti de Massina, ici il est parti de l'empire théocratique de Hamdallah que Cheikh Mahamadou avait installé. Mais vous savez que Cheikh Mahamadou a essayé de faire un empire qui n'était réglé que par la religion, strictement et au sens le plus strict possible. Même pour construire une maison, on le mesurait en fonction des mesures dont les chiffres étaient dans le livre saint. Mais ça a été l'une des plus grandes catastrophes, les plus sanguinaires qui ait jamais existé dans notre pays. De la même façon, El Hadj Martal ou Samori Touré, ils ont contribué d'une certaine façon à la propagation du colonialisme parce que nos concitoyens ont fini par avoir peur d'eux pour aller se confier aux Blancs. Et même dans Bambara, peut-être les jeunes maintenant, je ne sais pas, nous quand on était jeunes, quand on voulait dire de quelqu'un c'était un bagarreur qui cherchait des histoires pour des futilités, on disait Jahalimod, Kassai Jahalimod, c'est pour vous dire que même le mot djihad a fini par prendre une connotation négative dans notre pays. Pour ça. Si on voulait dire, il y a une grande catastrophe qui va arriver sur votre tête, vous savez, c'est pour vous dire que les hommes, l'utilisation qu'ils ont faite de la religion, a traumatisé les gens, en tout cas dans ce pays et dans beaucoup de pays. Vous savez, l'Irlande qui est un pays développé, ce n'est même pas des musulmans, c'est des catholiques. Entre les protestants et c'est tous des chrétiens, mais les catholiques et les protestants, ils sont en bagarre depuis 1708. Et c'est toujours pas fini. Et en Europe, il y a eu des guerres, il y a eu 3 guerres de 100 ans. Depuis le Moyen-Âge, ils n'ont toujours pas fini. La religion est un principe qui s'applique à l'individu pour chercher la perfection. L'homme n'est pas fait pour être parfait. Donc si on veut en faire un principe global de gestion de la société, ça amène beaucoup de problèmes. La science est beaucoup plus à l'amélioration de nos conditions de vie, parce que modestement, elle recherche l'amélioration des conditions par l'application de règles effectives et efficaces. L'efficacité. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Vous pouvez être très croyant, pratiquer votre religion, mais ne cherchez jamais à l'imposer comme un principe global. La science, science d'efficacité. Et le problème qu'on a, et que nous devons résoudre, qui est en train d'apparaître, et que les hommes politiques ont relativement mal réglé par le code de la famille, c'est que nous savons maintenant depuis 2 à 3 siècles, peut-être qu'il y a d'autres vérités, mais les vérités qui nous sont apparues, c'est que le progrès scientifique, le progrès de la société vient du progrès scientifique.
Nous sommes abrités dans quelque chose qui a été construit, ce bâtiment a été construit selon des règles techniques. Les ventilateurs qui nous donnent du vent pour soit à l'aide, pour que nous ayons un bien-être, c'est la science qui les a construits. Le progrès social est venu par la science. Ça, c'est une et dans les pays que nous admirons, les choses avancent. C'est que c'est les hommes qui l'appliquent bien. Nous ne l'appliquons pas bien. Même la religion, si la religion nous apparaît comme étant un élément qui peut effrayer quelques-uns, ce n'est pas la religion qui est en cause. C'est les hommes qui l'utilisent comme un outil politique de domination les uns pour les autres. Et c'est dans ce moment-là que tout cela devient dangereux. On peut être parfaitement religieux, croyant, appliquer sa foi et être un excellent scientifique. Le prix Nobel, Mahmoud, le Pakistanais qui a été prix Nobel, c'était en 1985, je crois, prix Nobel de physique. Il a créé un centre à Trieste. Il était pakistanais, mais musulman, très pratiquant, très pratiquant. Mais il a travaillé en physique quantique et c'est dans le domaine de la physique quantique qu'il a obtenu le prix Nobel. Donc ce n'est pas contradictoire. Ok. Bon, pour montrer son cœur, la technologie peut nous permettre d'enlever la peau et de voir ce qu'on peut voir là. On peut regarder les strass à droite, à droite. Oh, mais c'est en train de lire. Comment ça va lire? Oh, ouais. Si ça ne ralentit pas, on va essayer de mettre ça. Ah bon. Si vous allez voir que ça va révolutionner, c'est pas ce que je veux dire, mais ça va vous rendre extrêmement efficace dans ce que vous apprenez et ça fera de vous des gens qui non seulement apprenez quelque chose mais arrivez à comprendre et à lier ça à la vie pratique parce que c'est le gros problème de l'enseignement au Mali. Ce que vous apprenez est complètement déconnecté de la réalité. Vous ne savez pas à partir de votre savoir expliquer à vos parents, à vos amis en dehors de l'école et à vous-même les phénomènes que vous voyez. Ça c'est la moindre, que ça devrait être la moindre des choses du système éducatif. Quand vous apprenez, en sortant de votre cours, vous devez être capable d'expliquer la propagation de la lumière, comment la radio fonctionne à partir de vos cours sur l'électricité, sur le mouvement ondulatoire. Tous ceux qui ont fait en terminale ou en 11e, quand vous faites le mouvement ondulatoire, c'est ça qui explique le principe de propagation de la lumière, qui explique le principe qui fait fonctionner les radios et la télévision. Avoir fait le déplacement, je pense qu'ils n'ont pas regretté ce déplacement. Bon, je conclue en disant que nous tous, nous avons en fait une très grande chance. C'est la chance d'avoir l'accompagnement des grands baobabs comme le professeur Konaté. Donc, reste ouvert. C'est désormais son laboratoire. On va durer chez lui avec lui dans la durée. On sera nous serons ouverts à tous les autres établissements du Mali. Sur ce, je remercie tout le monde et à très bientôt. Écoutez, fils du Mandé, écoutez, enfants du peuple noir, je viens vous parler de Soundiata Keita, le fils du bœuf, le fils du lion, Mandé Ndiata, Nari Makan Ndiata, Sogo Sogo Simbo Salaba, héros aux noms multiples et restaurateur de l'autorité légale. L'empire mandingue s'étendait du Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie,
la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, le Mali, la Sierra Leone, le Libéria, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et jusqu'au Niger à l'est. Sundiata né en 1200 à Niani, exilé en 1222 à Mema chez Moussa Tounkara. Il revient en terre mandingue en 1232. De 1232 à 1235, Sundiata et Soumaoro Kanté s'affrontent lors de 5 batailles, dont Sundiata sortira vainqueur. En 1236, les 12 rois du Mandé réunis à Kouroukanfouga proclamèrent Sundiata Keïta empereur et votèrent la première constitution du Mandé qui comportait 44 articles, eux-mêmes source d'inspiration de la société moderne. Nkera fama nkera kalifa ya magakona la wali simu jata iduna jeli lukanye tuku nkera fama nkera mankona te kalifa ya simu ikeri bembake ay mokele kasira lumpani nale sara jeli beke mogo betaye simu balole tumamina jeli tuteseleke ankera kona e bisigi rotana tuku jikorote kolono ntolo yesengana nenyate mogo sila Maruja kafara nyama jomana kafara nyama jilemana kafara funadu ko mana kafara ganku bugarila kafara masakurula kafara masakandala subade ke woro Sundiata de kwani yekelempe karana lukama masaule anu kama masajulu nare magamane dane nesimo Masadenye ne yere masajeli nare magamane ka lawali simbo kanu nyogo simbo kabala simbo lawali simbo batabali simbo jaka masalu simbo modana masajuma be simbo nyogo yasa nare magakonata siga jata moden tewa mande soma foloni mande soma laba uru jakonate ay maruja Masade Naro magamanenka Sengari magaraja takonate Ibana nasimo mununa Kona muso yibande kirikoroni Duya magakonate Segala magakonate Bojoli joma kabali fingira Sogo siwa lizi bozalama Yakwalu kabala singo Nuru soma karabali soma